22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a inauguré aujourd'hui 4 nouveaux portiques de grande capacité à la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Et plus de 25 000 Palestiniens tués en 3 mois de guerre à Gaza. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a officiellement inauguré aujourd'hui 4 nouveaux portiques de grande capacité ainsi que l'extension du parc de stockage au sein du terminal de Doralé-Port, également connu sous l'acronyme SGTD ou la Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Les dimensions totales de ces portiques atteignent 135 mètres de hauteur, offrant une capacité opérationnelle de 70 mètres, dont 20 mètres dans la cale du navire et 54 mètres depuis le quai. Ces 4 portiques peuvent maintenant manipuler plus de 23 000 conteneurs issus des dernières générations de navires, marquant une progression significative par rapport aux anciens portiques qui pouvaient traiter jusqu'à 15 000 conteneurs, représentant une augmentation de plus de 60%. Dans l'ensemble, ces nouvelles installations permettront de traiter plus de 150 000 conteneurs par an. Cette modernisation vise à accroître la capacité annuelle du port, stimulant ainsi une croissance économique substantielle et favorisant une augmentation notable de transbordement régional et international. Le nouveau portique positionne le terminal d'Oralé-Port en tant que plaque tournante maritime majeure, prête à répondre aux exigences croissantes du commerce mondial. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd. Il a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Équipements et des Infrastructures, Hassan Ahmed, le président de l'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, du directeur général de la Société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, Abdi Adaoué Sigad. Ensuite, le président de la République a procédé à la coupure du ruban qui symbolise donc et marque ainsi l'inauguration des 4 nouveaux portiques les plus performants au monde. isku xidha Itoobiya isagu daabula alaabta boorkeena ka soo degaysa ayaa markastaba diyaara
Et la journée d'inauguration de nouveaux portiques a été marquée par des chants et des danses de différents groupes folkloriques et artistiques nationaux. Cette journée a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, des corps diplomatiques accrédités à Djibouti et des hauts responsables civils et militaires. L'inauguration de 4 portiques témoigne de l'engagement de Djibouti sous le leadership du président de la République qui vise à renforcer l'efficacité opérationnelle et la capacité portuaire de Djibouti en renforçant ainsi sa position en tant que hub logistique régional clé. Et suivons à présent la série des interventions. Nous allons débuter avec l'intervention du directeur général de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Caractéristiques techniques. Les portiques que vous voyez sont des 4. Les 4, chacune d'entre elles, je vais décrire une, donc c'est 1500 tonnes d'acier. C'est 3200 mètres de câbles de toutes sortes, électroniques, informatiques et également des transmissions. La taille de ces portiques, c'est la taille totale de ces portiques, c'est 135 mètres de hauteur. Ces portiques a une capacité d'opération de 70 mètres de hauteur, dont 20 dans la cale du navire et 54 à partir du quai. Ces portiques est capable de manutentionner les derniers navires qui sont en circulation sur la mer. 23 000, c'est ce que nous permet de manutentionner ces portiques. Les anciens portiques permettaient de manutentionner des navires jusqu'à 15 000 conteneurs. Donc vous voyez que c'est une augmentation significative de l'ordre de 60%. Au niveau des objectifs et les intérêts attendus sont d'ordre économique, social et financier. L'achat de ces portiques a d'abord été basé sur un intérêt stratégique. Une diversification. Nous souhaitions diversifier
la clientèle du terminal. C'est la direction qui a été donnée par le leadership du pays et le leadership de l'autorité de port et de zone franche de Djibouti. Cette diversification nécessitait d'avoir des portiques de grande capacité parce qu'aujourd'hui, naviguent dans les mers des conteneurs entre 17 à 23 000 conteneurs dont nous n'avions pas les moyens d'opérer. C'est pour combler ce retard. Et aujourd'hui, nous serons capables. Donc, le fait d'avoir ces portiques va attirer des navires de grande capacité et accroître le volume. Le fait qu'il y ait des navires de ce type va attirer le transbordement, qui va augmenter les niveaux et le pourcentage de la part de transbordement dans l'activité du terminal. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2022, nous étions seulement 5% de transbordement. En 2023, et surtout les derniers mois, depuis l'arrivée des portiques, nous avons fait passer ces parts de marché à 20%. Et la nouvelle année 2024, nous attendons d'atteindre autour des 40%, avec un objectif d'avoir un équilibre autour des 50% des transbordements. Un point important, ces portiques et le volume qu'ils apporteront créera des emplois, des jeunes Djiboutiens, techniciens, ingénieurs, opérateurs, mais également des équipes de support. La diversification de la clientèle permettra d'être plus résilient dans le soubresaut et la politique de la région. Ensuite, le marché international étant un marché vaste par rapport à notre région, en quelque sorte, ça nous garantit d'avoir une croissance de volume à travers le transbordement. Cette croissance de volume nous permettra d'avoir une situation financière solide et des perspectives de développement dans le futur. Suivant à présent l'intervention du président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti. Cette capacité additionnelle en manutention va nous permettre d'augmenter le volume du terminal à conteneurs à 2 millions, plus de 2 millions de conteneurs par an. Depuis l'arrivée de ces portiques et leur mise en service, nous avons enregistré une augmentation significative du volume des conteneurs en transbordement. Donc, avec cette capacité de manutention, avec un quai de moins de 18 mètres de profondeur en marée basse, cet outil, cet bel outil est un des outils et des terminaux les plus performants, un des plus performants au monde. Dans le classement de la Banque mondiale, nous avons été classés en 2022 premier terminal à conteneurs de l'Afrique subsaharienne et le deuxième port à conteneurs sur tout le continent après Tangemet et Port Saïd. Ces performances sont pas seulement liées aux infrastructures et aux superstructures comme les portiques et les équipements, mais aussi nos ressources humaines, nos ingénieurs, nos opérateurs, nos équipes de planning, nos informaticiens, car il faudrait souligner que tous les équipements sont informatisés. Il n'y a pas de mouvement de conteneurs qui se passe dans le terminal de conteneurs. Même les camions, le conducteur des camions, il a un ordinateur de bord. Donc ça permet le suivi et la rapidité des livraisons des conteneurs dans les terminaux de conteneurs. Et de son côté, le ministre des Équipements et des Infrastructures, Hassan Mohamed Ibrahim, a rappelé que l'acquisition de ces équipements s'inscrivait dans le droit de fil de la modernisation sans cesse continue, caractérisant sous l'impulsion du président de la République les dispositions portuaires de notre pays. On écoute le ministre. Ces nouvelles installations acquises sur fonds propres de la société de gestion du terminal d'Oran les ports témoignent de notre engagement envers le développement économique et la facilitation du commerce international. Les portures de grande capacité
amélioreront l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement, tandis que l'extension du parc de stockage fournira des solutions adaptées aux besoins croissants du commerce maritime. De nos jours, le port ne se contente plus des chargements et des déchargements de marchandises pour s'imposer et être compétitif, mais s'engage également à investir sur des infrastructures modernes de haute génération qui font la différence sur un marché très concurrentiel. Une route vitale et un point névralgique du commerce mondial. Certes, Djibouti occupe une position géostratégique cruciale dans le transport maritime et le transbordement en raison de sa situation géographique privilégiée à l'entrée de la mer Rouge, reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée. Cette position confère à Djibouti un rôle essentiel en tant que plaque tournante logistique. Les installations portiques modernes de grande capacité font de Djibouti un important hub de transbordement. Ces ports bien équipés facilitera les transferts rapides et efficaces des marchandises entre les navires et renforcera la connectivité régionale et mondiale. Cet investissement va nettement accroître les opportunités des volumes de transbordement, permettra également la diversification de la clientèle du terminal, tout en augmentant la capacité annuelle de nombre de conteneurs traités. L'expansion du port avec l'ajout de nouveaux portiques créera de nouvelles opportunités d'emploi allant des opérateurs portiques aux travailleurs portuaires et aux personnes de soutien. Et dans une déclaration faite à la tribune de cet événement, le président de la République a décrit les nouveaux portiques de la SGTD d'étapes supplémentaires et décisives dans la quête continue de notre pays à se doter de tous les attributs indispensables à son statut de leader portuaire dans la région. On écoute le chef de l'État. Dans son intervention, le chef d'État s'est dit réjoui de féliciter en même temps de présenter toute sa bénédiction à tous les hommes et femmes, cadres et administrateurs de cette institution qui ont contribué, entre autres, à la construction, aux investissements et aux équipements de ce pôle économique majeur. En poursuivant l'allocution, le président de la République a rendu un vibrant hommage aux autorités des ports qui n'ont ménagé aucun effort pour le développement de nos infrastructures portuaires, sans oublier les partenaires étrangers, amis de notre nation. C'est avec la tête haute que nous disons aujourd'hui, nous ne dépendons de personne à part le Seigneur, cite le chef de l'État. Le président de la République a indiqué également que notre nation est satisfaite de sa position stratégique et va ménager aucun effort pour le développement sans faille de notre chère nation, ainsi à la contribution de tout ce qui est de notre essor, dit le président de la République. Avant de conclure ses propos, le chef de l'État a félicité une fois de plus les autorités des ports pour leur travail accompli au service du développement de nos infrastructures portuaires. Poursuivant son intervention, le président de la République a encore une fois félicité les équipes de la SGTD et est revenu par la suite sur l'historique du port de Djibouti. Réécoutons le président de la République. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a évoqué dans la deuxième partie de son discours qu'à maintes fois, nos infrastructures portuaires étaient confrontées toujours à des événements conjonctuels. Le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, a mis en exergue que notre port, depuis sa construction en 1926, 1967 et 1977, a été impacté par des conséquences de différents conflits qui avaient conduit à la fermeture du canal de Suez. Nous avons surpassé ces différentes difficultés grâce à nos efforts indéfectibles et à notre solidarité, tout en contribuant à l'existence de nos infrastructures, ses développements et ses investissements, dit le chef de l'État. Le chef de l'État s'est dit réjoui et très heureux de cette longue démarche qui incarne notre développement. Le président de la République a mis en exergue que nous sommes déterminés de poursuivre sur cette voie pour continuer davantage nos acquis et nous n'acceptons jamais qu'il se doit compromettre notre développement. Pour finir, le chef de l'État a félicité les autorités des ports pour leur contribution au développement de nos infrastructures portuaires. Et dans le dossier de cette édition de retour dans notre projet historique
exclusive après avoir dressé le portrait fascinant de la Corne de l'Afrique pendant la décennie tumultueuse entre 1990 et 2000. C'était dans l'édition d'hier. Dans les moments difficiles, dit-on, émergent les hommes d'exception dont tout un pays a besoin pour tracer une voie nouvelle vers son avenir. Ces héros contemporains, façonnés par les épreuves, ont insufflé une nouvelle vision dans les terres arides de l'incertitude. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ce récit captivant où l'histoire rencontre la destinée. Et dans les replis du temps, découvrons comment un parmi ces hommes hors du commun a forgé un héritage qui transcende les frontières nationales. En voici le deuxième volet de cette saga captivante. Regardez, c'est toujours un dossier de la rédaction. Les hommes font l'histoire, mais ne savent pas l'histoire qu'ils font, disait Karl Marx. C'est au cœur de cette vaste fresque temporelle que se dessine un tableau captivant. Un tableau où les fils entrelacés de l'histoire dévoilent les nuances subtiles d'un récit épique. Et au centre de ce tissage émerge une figure, celle d'Ismaël Omar Guelleh, dont l'influence profonde imprègne aujourd'hui les pages contemporaines. L'histoire politique de la République de Djibouti s'est écrite au gré des vents tumultueux et des acteurs audacieux qui l'ont façonnée. Et au cœur de cette trame complexe se dévoile celui-ci. Naviguant entre ambition et réalité, il laissera une empreinte indéniable sur le pays, marquant ainsi, et de manière incontestable, l'histoire. Dans une région stratégique qu'est la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti se dressera au carrefour des destins. Mû d'un leadership exceptionnel, celui-ci incarnera l'espoir et la résilience face à des défis complexes et des enjeux géopolitiques de taille. Dans le désir et la conscience collective, afin de combler cette sorte de manque d'incarnation inhérent, il va cristalliser la figure de l'homme providentiel. Celui-ci sera la somme des espoirs. De ce fait, son destin individuel va s'identifier au destin collectif de la nation. Dans cet élan passionné de la quête de sens et de direction au sein de la conscience collective djiboutienne, il émerge comme la figure politique, charismatique, incarnant les espoirs profonds de la nation, cristallisant en sa personne les aspirations d'un peuple en quête d'une vision commune. Son histoire se tisse étroitement avec celle du pays. Son destin se fond dans le tissu complexe du destin collectif de la nation, devenant ainsi le reflet des défis auxquels la société djiboutienne sera confrontée. Chaque étape de son parcours sera une métaphore des enjeux et des aspirations partagées. Pas de l'homme sur la scène politique se révéleront comme un homme guidé par une vision éclairée, un stratège de taille dans l'art de la médiation. Ainsi, dès 1994 à Abra, il joue un rôle déterminant dans la réconciliation entre le FRUD et le gouvernement, inscrivant la paix des braves dans les annales de l'histoire djiboutienne. Arrivant à la magistrature suprême en 1999, il va jongler avec brio entre les tumultes de la politique régionale et les défis intérieurs. Dans un contexte économique, politique et sécuritaire complexe, sa résilience devient le socle sur lequel repose la République de Djibouti, un pays en mutation. Ainsi, c'est l'annonce d'un temps nouveau. Il est le chantre du changement. Dans un contexte marqué par des défis économiques, politiques et sécuritaires, son ascension au pouvoir va témoigner de sa capacité à faire face à l'adversité. Les routes vers le progrès pour Djibouti, ce carrefour commercial stratégique, ne sera pas aisé. Mais la résilience et l'engagement du président seront des atouts cruciaux en des moments de crise. La position géopolitique singulière de Djibouti, exposée à des tensions régionales et des conflits internes, a été méticuleusement naviguée par l'homme providentiel. Sa capacité à transformer les défis en opportunités sera la clé de la stabilité et du développement continu du pays. Son influence va transcender les frontières, marquant une nouvelle ère pour Djibouti. Son parcours politique, tissé de moments cruciaux, va révéler dès le départ une vision et un charisme déterminant, faisant de lui l'architecte audacieux. Son pragmatisme politique, à travers les années, sera salué par ses pairs. Un secret bien à lui, qui lui aura permis de naviguer habilement
dans les eaux tumultueuses d'une dynamique régionale et internationale en constante évolution. En préservant la stabilité, il va instaurer cohérence et harmonie, tout en façonnant un avenir plus prometteur pour Djibouti. À travers les moments charniers et décisifs que le pays connaîtra, Ismaël Omar Guelleh demeure une figure emblématique dont l'influence perdurera dans les annales de l'histoire. Son leadership, tissé de multiples facettes, depuis lors, a tracé une trame solide dans l'histoire, transcendant les frontières, pour laisser une empreinte indélébile, bien au-delà de son pays. Un homme dont l'aura politique va éclipser le ciel nocturne de la Corne de l'Afrique. Dans l'actualité, également dans le cadre de la visite officielle en Chine du président de l'Assemblée nationale de sa délégation, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire de Shenzhen, Liu Wenji, a organisé un banquet en l'honneur du président de l'Assemblée et de sa délégation. Durant cet entretien, M. Wenji s'est félicité du renforcement constant de la coopération entre Djibouti d'une part et d'autre part la zone économique spéciale de Shenzhen, avec des perspectives évidentes d'expansion de cette coopération au domaine de la transformation de l'économie numérique, le savoir-faire en ce qui concerne la technologie du photovoltaïque, mais aussi dans le domaine portuaire. Pour sa part, le président de l'État a souligné son appréciation dans la qualité du leadership chinois au niveau local et national pour les pas de géant qu'il ne cesse de réaliser pour leur région et leur pays des décennies après décennies. De plus, il a réitéré qu'en sa qualité de porte-parole de la représentation nationale djiboutienne, son pays reste attaché à la politique d'une seule Chine. Il a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux avec lesquels les autorités locales de sa région ont réservé à lui et à lui-même et ainsi qu'à sa délégation. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a accueilli aujourd'hui les signatures des accords d'échange de notes de dons du projet de construction du pont de la route de la Palmeraie qui vise à améliorer la mobilité et la sécurité des usagers de la route reliant Djibouti-Ville à Balbala. La première signature concerne l'accord d'échange de notes qui a été ratifié par le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Cet accord japonais pour financer le projet. La deuxième signature porte sur l'accord de don du dit projet dont les signataires sont le représentant résident de la JICA à Djibouti et le directeur des relations bilatérales Mahdi Absiebouh et le directeur général de l'agence djiboutienne de routes. Cet accord détaille les modalités de mise en œuvre du projet qui sera exécuté par l'ADR avec l'appui technique de la JICA. Le projet consiste à construire un pont à Obon d'une longueur de 300 mètres et d'une largeur de 14,5 mètres qui franchira la rivière Ambouli au niveau de la route de la Palmeraie. Phase de préparation en amont. J'aimerais également féliciter les efforts investis par l'équipe de l'ADR et de la JICA pour mener à bien les études de conception malgré les défis imposés par les considérations techniques et budgétaires. La contribution du Japon d'environ 6 milliards de yens japonais, soit environ 7 milliards de francs djiboutiens, permettra la construction d'un pont solide à 6 voies sur la route nationale numéro 1, reliant Djibouti-Ville et le quartier de Balbala et l'Éthiopie au-delà. Grâce à cette infrastructure de pointe, la capacité de trafic automobile et passager augmentera d'environ 35%, tandis que le trafic de fret routier augmentera d'environ 40%. Une amélioration significative sera également réalisée en termes de la circulation pendant la saison des crues, en réduisant. Et le ministre Hassan Mohamed Ibrahim a salué la coopération fructueuse entre Djibouti et le Japon et a exprimé sa volonté commune de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. La construction du pont de la Palmeraie constituera une étape importante pour le désengorgement du transport urbain. Comme vous le savez et comme nous le savons tous, ce tronçon reliant la commune de Balbala à la commune de Boulaos est devenu et devient impraticable. Durant les intempéries, bloque la circulation. C'est donc en collaboration avec nos partenaires de la JICA qu'un bureau d'études a été mandaté pour la réalisation des études techniques qui permettront la construction du pont, de ce pont. Ainsi, avec
Ce nouveau pont, dont la phase de lancement est prévue en août 2024, les automobilistes, les transports en commun, mais aussi les camionneurs verront leur temps de trajet amélioré. Donc enfin, j'aimerais quand même rappeler la mobilisation pleine et entière du gouvernement dans la mise en œuvre de ces projets de grande envergure. Et de son côté, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a exprimé sa gratitude au Japon pour son soutien constant au développement de Djibouti. Le projet d'envergure a pour objectif de faciliter la circulation de la population djiboutienne pendant la période de fortes pluies. Et il s'agit d'un don non remboursable qui est mis en œuvre dans le cadre de la coopération économique avec le Japon, qui sera réalisé donc avec l'appui de l'Agence pour le développement des routes à Djibouti. Je tiens donc en premier lieu, au nom du gouvernement de Djibouti, à remercier donc le gouvernement du Japon pour cette aide qui, sans nul doute, permettra de garantir la circulation sur cet axe névralgique par tous les temps, en transformant un passage à gué traversant l'oued d'Ambouli en un pont répondant aux normes internationales. Il est important de rappeler que le Japon demeure, ces dernières années, un partenaire privilégié de la République de Djibouti à travers la réalisation de nombreux projets déterminants pour les secteurs clés de l'éducation, notamment la construction de l'école Nassib, école fondamentale Nassib, dont l'inauguration est prévue pour le 31 janvier 2024. Le ministère de la Santé va également recevoir des équipements médicaux pour plusieurs hôpitaux tertiaires très prochainement. D'autres infrastructures ont été déjà finalisées, notamment les 20 km de la route nationale 1. Et nous avons également aujourd'hui réceptionné, il y a déjà quelques mois de cela, le deuxième ferryboat qui sera rendu opérationnel cette année 2024, puisque les quais qui vont accueillir ce ferryboat sont en construction, aussi bien à Djibouti qu'à Tadjoura, qu'à Obo. Le Japon a également octroyé pour la sécurité maritime, qui est une question très importante en ce moment, 2 patrouilleurs pour les gardes-côtes de Djibouti, avec des formations qui vont avec. Voilà donc une coopération fructueuse, une coopération utile. Dans l'actualité nationale toujours, une forte délégation conduite par le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali, s'est rendue hier successivement dans les localités rurales de Assamo et de Ali Adé. Et ce déplacement s'inscrit dans l'optique de l'inauguration d'une série d'infrastructures à caractère commercial et hygiénique, telles que des abattoirs, des boucheries érigées dans ces localités visitées, des constructions édifiées dans le cadre du programme Appui à la décentralisation et aux initiatives locales plus connues sous l'acronyme ADIL, des projets de développement sociaux financés par l'Union européenne. Le programme ou le projet ADIL accompagne le gouvernement djiboutien dans la lutte contre la pauvreté en favorisant le développement local inclusif et durable dans les 5 régions du pays. Les membres du convoi ministériel ont atteint la localité rurale agricole de Assamo. Sur place, ils ont été accueillis chaleureusement par les habitants de la localité, le chef du village, les chefs coutumiers, les agriculteurs ainsi que les hommes, les jeunes et les femmes de cette localité. Peu de temps après leur arrivée, le ministre et sa délégation, ainsi que la chef de la coopération de la représentation de l'Union européenne, entourés des responsables régionaux, ont inauguré un abattoir en dévoilant la plaque inaugurale couverte des couleurs nationales. Les visiteurs de marque ont pu admirer les produits finis des pots de confiture faits à base de fruits de goyave, de melon, d'orange et autres. Et à la fin de leur visite de la localité de Assamo, la forte délégation conduite par le ministre délégué à la décentralisation a mis le cap sur Ali Adé, principal village de la sous-préfecture éponyme.
Notons que la construction de locaux de cette antenne est également une réalisation issue du projet ADIL, des projets d'infrastructures multiples financés par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France un peu partout dans la région. Cette cérémonie d'inauguration de l'antenne locale du conseil régional d'Ali Adé a débuté par donc une cérémonie, l'hymne national, avant d'entamer les interventions des officiels. cid kastaba adduunyada waxbaa lagu ciseeyaaye cali cadde waxay caan ku tahay ceel biyana weeye ciid tira agoon koriyo meel loo cayimay weeye degmo caafimaad iyo gargaar loo cuskada weeye cid kastaba adduunyada waxbaa lagu ciseeyaaye cali cadde waxay caan ku tahay ceel biyana weeye ciid tira agoon koriyo meel loo cayimay weeye degmo caafimaad iyo gargaar loo cuskada weeye. Suivons à présent l'intervention du président du conseil régional d'Ali Sabieh, Charmaki Hassan Allalé. C'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de plusieurs structures socio-économiques qui vont contribuer significativement au développement de notre belle sous-préfecture d'Ali Adé. Cette journée marque un tournant important dans notre quête de collectivité, d'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Il m'est impossible de nommer tous les acteurs impliqués dans les réalisations de ces équipements. Je tiens à rendre hommage, en particulier son Excellence, le ministre de la décentralisation, Qassim Haroun Ali, dont son engagement déterminé a été une source d'inspiration. Sa vision éclairée et son soutien inébranlable ont grandement contribué au succès de notre initiative. Nous lui remercions notre profonde gratitude. Au préfet de la région, Abdulmalik Mohamed Bonoïta, pour son suivi quotidien, ainsi qu'à toutes les entreprises et les employés ayant contribué aux travaux. Je suis honoré aujourd'hui de vous annoncer l'inauguration de l'antenne du conseil régional d'Ali Sabieh ici à Ali Adé. Cette présence locale renforcera notre lien avec la région et facilitera la mise en œuvre de politiques adaptées à notre réalité spécifique. La proximité du Conseil permettra une prise de décision plus rapide, une meilleure coordination des projets qui auront un impact direct sur notre communauté. Ensemble, continuons de travailler main dans la main. Nous forgeons un Ali Adé plus fort, plus prospère, plus équitable pour tous. Merci. Vive la décentralisation, vive la coopération internationale au service du développement local. Et de son côté, le ministre délégué à la décentralisation, Qassim Haroun, a félicité les autorités de la région d'Ali Sabieh ainsi que l'Union européenne pour le travail effectué. Toujours un plaisir pour moi de venir dans la région d'Ali Sabieh. Ce plaisir prend une dimension importante lorsqu'il s'agit d'inaugurer des projets de développement. C'est l'objectif de notre rencontre ici à Ali Adé pour inaugurer une antenne de conseil régional d'Ali Sabieh. La construction de l'antenne de conseil régional à Ali Adé répond à la politique nationale de la décentralisation telle qu'a été définie dans la vision du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui stipule que les services administratifs doivent être rapprochés des citoyens. La présence d'un bureau de conseil régional dans la sous-préfecture d'Ali Adé va apporter des changements appréciables aussi bien sur le plan de la gouvernance que sur le plan des services rendus à la population. L'état civil
qui sera désormais rendu par le bureau du conseil régional de Ali Adé et non pas par la sous-préfecture comme par le passé. L'autre changement porte sur l'amélioration de la gouvernance décentralisée. En effet, les élus locaux issus de la sous-préfecture de Ali Adé vont dorénavant siéger dans ce nouveau bureau pour servir la population de la sous-préfecture de Ali Adé. Tous les documents administratifs dont vous aurez besoin, vous l'aurez sur place. Cette réalisation ainsi que d'autres projets d'investissement n'auraient pas été possibles sans la contribution financière de l'Union européenne, que je remercie au passage. Je n'essaierai de répéter que l'Union européenne est le partenaire privilégié de la décentralisation. On lui doit notamment le financement de plusieurs réalisations. Dans l'actualité également, le secrétaire général du gouvernement a officiellement inauguré aujourd'hui les sessions de formation dédiées à la prise en main du portail électronique des marchés publics. Ces formations exclusives destinées aux autorités contractantes s'étendront avec dynamisme du 22 au 25 janvier prochain. Organisé de concert avec l'Agence nationale du système d'information de l'État, cet événement d'envergure nationale a été rehaussé avec la participation remarquée du haut du panier de l'administration. En effet, cela a reflété l'engagement audacieux de la Commission nationale des marchés publics dans la transmission vers la dématérialisation, préparant ainsi le terrain pour une adoption graduelle de la solution e-procurement. Dans ce parcours de 3 jours d'apprentissage, l'objectif a été plus que limpide, doter les autorités contractantes des compétences nécessaires pour manœuvrer avec agilité avec cette plateforme avant-gardiste, conçue avec une approche résolument moderne. Par ailleurs, cette formation ambitionne de les armer pour tirer le meilleur parti de cet outil novateur. Aussi à notre propre expertise, avec donc comme formateurs les cadres de l'ANSSI et du secrétariat technique. Ces points méritent donc d'être soulignés et méritent d'être mis en avant. À travers ces formations, nous voulons permettre aux autorités contractantes qui sont présentes aujourd'hui ici et avec lesquelles nous travaillons toute l'année de s'imprégner pleinement des fonctionnalités de cette plateforme. Pour ce faire, donc, nous avons mis en place des mesures garantissant donc une fluidité du portail électronique et les autorités contractantes disposeront d'un identifiant dédié afin d'insérer les données relatives aux avis d'appel d'offres et aux dossiers d'appel d'offres ainsi que le volet inhérent aux modifications des offres tout en garantissant la sécurité et l'intégrité des informations. Ces formations qui seront dispensées donc ces prochains jours s'inscrivent également dans notre volonté d'adapter notre administration à l'évolution rapide du numérique. Actualité internationale à présent. Alors qu'aucune issue n'est annoncée dans la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, le Hamas affirme que le bilan dépasse désormais les 25 000 morts et les 62 000 blessés. Les 2 tiers de ces victimes seraient des femmes et des enfants. L'Organisation des Nations Unies estime de son côté que plus de 10 000 enfants palestiniens ont perdu leur père et plus de 8 000 leur mère. Toujours selon les calculs de l'ONU, 50 000 femmes seraient actuellement enceintes à Gaza, dans un territoire où l'accès aux soins médicaux devient impossible. Le Programme alimentaire mondial, le PAM, dénonce son impossibilité à fournir l'aide minimale nécessaire aux Gazaouis. 25% de la population, soit plus d'1 demi-million de personnes, est dans une situation de catastrophe alimentaire et menacée de famine. Selon l'ONU, 80% des personnes menacées de famine dans le monde se trouvent dans la bande de Gaza et 85% des Palestiniens de Gaza ont dû fuir leur foyer à cause des bombardements et de la guerre. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent suite de programme sur Télé Djibouti.